Moi, Et comme ça, vous pourrez aussi poser des questions, du coup. Et je lui poserai vos questions. OK? beaucoup à deux filles qui me suivent et tout, les deux sœurs Sébin, elles sont là. Ça fait plaisir. OK. Donc, du coup, on va commencer avec beaucoup de retard. Du coup, désolé, tout le monde commence par faire désolé. Je suis désolée. Et bah du coup, je vais te laisser te présenter juste bah du coup ton âge, t'as des enfants, tout ça, tout ça. Ouais. Rapidement, comme ça on pourra, je pourrais te Bah, poser quelques questions. je suis vraiment désolée pour le petit couac là sur Facebook, mais Bon, bon, allez. on va jouer à Instagram. Bah, je m'appelle, Ouais. j'ai 36 ans, j'ai une petite fille Mhm. de 10 ans, enfin qui va avoir 10 ans au mois d'octobre. Et bah, j'étais drépanocytaire euh, il y a, ça va faire Bah en fait, t'es né drépanocytaire quoi, de toute façon. T'es je né suis, drépanocytaire SS, ouais, voilà. Et tu as été greffé à l'âge de. 30 ans. En fait, j'ai été greffée, bah, j'avais 29 ans. Oui. Euh, ouais, juste Donc là, ça fait presque 7 ans, disons, on va bah, dire. en novembre. Ok, d'accord. Donc maintenant, pour qu'on peut resituer le contexte, ce qu'on va faire, c'est que tu vois, coucou Christine, est-ce que tu peux nous dire, bah, par exemple, tu as vécu où quand tu étais... attendez, je vais monter le son de mon tel. Bah non, il est déjà à fond le son de mon tel. Donc, tu pourras nous dire où tu as vécu Voilà. quand tu étais petite, voilà, ou ensuite bah, jusqu'à 36 ans, de quand tu étais petite jusqu'à 36 ans, où tu as vécu, et comment, en fait, ça a été décidé, voilà, de te faire la greffe, et pourquoi surtout, c'est-à-dire, est-ce que tu étais sévère, tu faisais beaucoup de crises, comment, est-ce que tu as eu, voilà. Ouais. Bon, bah, moi, je suis née au Congo, Kinshasa. Et D'accord? au début, bah, j'étais un bébé normal et tout, calme et tout. Et quand j'ai eu 6 mois, j'ai commencé à faire mes premières crises. Comme ma mère, elle savait qu'elle était porteuse et tout, elle a directement fait le lien avec la tête et tout. Parce que je dormais plus, je faisais plus mes nuits, j'avais de la fièvre, je pleurais tout le temps. Donc, passer d'un bébé calme à un bébé insupportable et tout. Donc, elle a décidé de m'emmener voir le médecin. Et le médecin, eh ben, ils ont posé un diagnostic. Ils ont dit, ils étaient d'accord avec elle. En fait, j'étais drépanocytaire SS Et ça, c'était à quel âge? à 6 mois. D'accord, ok. À 6 mois, c'était mes premières crises. Donc, moi, Mhm. directement à ce moment-là. Et bah, en fait, à l'époque, on m'a donné bah, 3 ans d'espérance de vie. En fait, les médecins, ils ont dit à ma mère bah, que j'allais pas survivre très longtemps et que si je passais ma troisième année, ce serait vraiment un miracle et tout. Donc, Ça, franchement, en tant que drépanocytaire, je crois qu'on l'a tous entendu. C'est un truc de malade. ouais, parce que Nos parents, nos mères ont tous entendu ça. Voilà. Et du coup, ensuite, tu as grandi comment? Tu as fait beaucoup de crises, bah, je faisais énormément non? en Afrique et tout. Et quand j'ai atteint mes 5 ans, mes parents, ils ont dit, bah, c'est bon, en fait, elle se bat, donc elle veut rester en vie, donc on va tout faire pour qu'elle reste en vie, en fait. C'est quoi la solution? D'accord. Et les médecins, ils ont dit, bah, c'est la greffe qui est en France, en tout cas en Europe. Donc, quand j'ai eu 5 ans, bah, mes parents, ils m'ont emmené avec mes deux frères, mon frère et ma sœur. Ils nous ont emmenés tous en France et tout, et en Belgique aussi, pour que je puisse faire la greffe et après partir en Afrique et tout. Attends, 2 secondes, parce que là, tu vas vite. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta mère, dans sa tête, elle s'est dit, j'emmène ma fille juste pour faire la greffe. C'est-à-dire, c'est elle qui a décidé de se dire que je vais demander à ce qu'elle ait la greffe. Ouais. C'est pas un médecin qui a dit, oui, ben, on peut lui proposer Bah, la greffe. non, les médecins en Afrique, ils ont dit, vous voulez qu'elle survive. Il n'y a qu'une seule solution, c'est la greffe. Ok, d'accord. Du coup, elle est partie en disant, ma fille, elle va faire la greffe, quoi. Il Ouais, y a que ça. il n'y a que Ok. ça. Et ouais, on est parti comme ça, en fait, sans vraiment avoir des contacts en France non plus, hein. On est parti en Belgique et après, on nous a plus renvoyé vers la France, où la France, ils avaient vu mon cas, que c'était Coucou, un cas Stéphanie. assez sévère, que je faisais beaucoup de crises. Donc, Oui. ils ont fait, OK, on va faire la greffe. Quand je suis arrivée, ils nous ont pas Ouais. posé de problème. Ils ont vu mon cas, ils ont vu dans l'état où j'étais. Ils ont accepté tout de Ça, suite. ça c'était en Belgique, ça. Euh, ouais, au début, c'était en Belgique. Après, ils nous ont envoyés vers la France. Et là, t'avais quel âge à ce moment-là? 5 ans. 5 ans. Ok. Ouais. Je suis D'accord. arrivée dans les années 90 en France et tout, dans l'espoir de faire la greffe et de repartir. Mhm. Donc,
Donc là, à ce moment où on parle, tu es en France maintenant. Là, je suis en France. Ok. Je suis jamais repartie, hein, faut dire. Je suis jamais Elle est repartie. toujours en France, là, actuellement. J'ai jamais mis un pied en Afrique. Enfin, Ah j'ai ouais? été au Congo, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, même pour les vacances? Bah, c'était tellement sévère que je pouvais pas partir en vacances. D'accord, ouais, je vois. Ok. Pas moi. Je quittais pas Paris, je pouvais pas être loin de l'hôpital. La Ok, cellule, d'accord. bah, Par contre, ça coupe quand tu parles, hein. Tu as une bonne connexion? oui, normalement, j'ai une bonne connexion. Ah, peut-être que c'est moi. Je sais pas, ça coupe quand tu parles, mais vas-y, continue. Attends. Donc, donc, euh, Ensuite, tu as continué. Donc, raconte-nous, parce que là, au début, tu as dit que tu t'es fait greffer à 29 ans. J'ai l'impression oui, que là, ta mère elle t'a emmené à 5 ans pour te faire greffer. Donc, elle est assez intéressante en fait. Parce vas-y, explique. que on m'a dit oui, tu vas te faire greffer. On m'a montré les chambres stériles pour les enfants, les chambres à bulles et tout. On m'a tout montré. Ah, il y a quelqu'un qui dit que je dois peut-être me déconnecter de Facebook pour qu'on ait un meilleur. Ah, déconnecteur de Facebook, oui, puisque tu l'utilises pas de toute façon. Ouais, Ça prend ta bande passante. Et ouais. sur Facebook, qu'est-ce qu'ils disent? Merci, merci Linda. Elle a été greffée de quoi? Elle a été greffée de la moelle osseuse. Donc pour ceux qui savent pas, en fait, la moelle osseuse, c'est ce qui fabrique les globules rouges. Et ben, vous savez que chez nous, les drépanocytaires, les globules rouges, ils sont notre moelle osseuse, fabrique des globules rouges qui sont en forme de fossiles, donc l'hémoglobine S en fait. Et le but, c'est d'être greffé pour que votre moelle osseuse ne soit plus SS. Voilà. Parce que tu peux être greffé et devenir AS, être greffé et devenir AA selon ton donneur, bien sûr. C'est ce que Luz va nous expliquer et expliquer plutôt son expérience, c'est ce qui est bien mieux en fait. Donc, comme bah, on m'a tout montré en fait à 5 ans. Et là, je comprenais déjà que j'allais guérir en fait, que j'avais une chance que je guérisse. Et même si j'avais que 5 ans, je savais que bah, je peux avoir de crise, que j'étais tout le temps malade et tout. Donc, j'étais vraiment contente en fait de venir en France et de faire la greffe. À part Bah, que, tu m'étonnes. bah, pas de chance pour moi parce que ma sœur, elle n'était pas compatible Ah. et mon frère non plus. Hmm. Alors, maintenant, on fait une pause. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, ce que dit Luce, en fait, c'est que pour avoir droit à une greffe, il faut déjà que vous ayez un donneur, on va dire. Donc, vous ne pouvez pas avoir une greffe sans donneur. Et là où on cherche, bien évidemment, au début, on cherche en premier, c'est la famille, c'est-à-dire votre frère et votre sœur, parce qu'ils ont plus de chances d'être compatibles avec vous. Donc, on cherche une compatibilité bien spécifique, hein, qui s'appelle HLA, on va dire, c'est comme une identité du gène. C'est HLA, ça s'appelle. Et en fait, on va voir, forcément, vos sœurs et vos frères et sœurs, qui ont même père, même mère, vous avez plus de chances d'être compatible à 10 sur 10 avec eux que par exemple votre père où ce sera 50% ou votre mère 50%. Je sais pas si vous comprenez. Donc on cherche directement chez les frères et sœurs. Vas-y, continue, Luce, du coup. Ensuite, tu n'avais pas de donneur, du coup. Enfin, ils n'étaient pas compatibles, les Ouais. frères et sœurs. Mais Ça a coupé. Ah, je me excusez-moi. disais, est-ce que c'est moi qui buguais? Vas-y, t'inquiète. Donc, voilà, bah, en fait, il y avait personne qui était compatible dans ma famille. Donc, j'ai dû rester en France parce que les médecins ne voulaient pas me laisser partir avec la santé que j'avais. De toute façon, on a appris que je n'aurais pas survécu longtemps. Donc, je suis restée en France et tout. Et bah, j'ai dû vivre ma vie en tant que drépanocytaire comme bah, tous les drépanocytaires, en fait. Mhm. J'avais perdu l'espoir de me faire greffer. Et tu faisais beaucoup de crises? Genre combien par an à peu près, tu sais pas? Je faisais, je faisais plus de 10 crises par an. Ah ouais, quand même. Non, non, Crise, moi, genre hospitalisée, quoi. hospitalisée. Moi, Ouais, c'est sévère. j'étais assez sévère. C'est-à-dire qu'à la fin, avant qu'on me Mhm. greffe, j'avais 300 jours d'hospitalisation dans l'année. Ah oui. Je passais le plus clair de mon temps à l'hôpital, moi. Donc, Ah ouais, ouais, ouais. j'ai eu beaucoup de crises. J'ai fait un AVC. J'ai eu des problèmes, en fait, pour ma vésicule. Ben, tout ce que les drépano ils peuvent avoir pour la hanche, les ostéonécroses et tout. Osteonécrose. Vésicule, euh, comment ça s'appelle La rate qui gonfle, des trucs comme ça.
tout atrophié. Bah, en fait, la mienne, elle a Ah, gonflé. ça fait atrophié. Ouais, elle s'est atrophiée. D'accord. Et donc, j'ai eu un AVC, en fait, à l'âge Oh là là. de 12 ans. Je crois que j'avais 12 ans. Ah ouais. À 12 ans, j'étais paralysée du côté gauche du Et visage. voilà. Oh là là là. Et, ça se voit encore un petit peu, mais ça va. J'ai pu récupérer grâce à la T'as chimio. Ah, d'accord. Et t'as récupéré à combien de pourcents, tu sais? Parce que là, tu dis ça doit encore. T'as quand même tout récupéré, c'est juste des petites séquelles ou. Ah, ça coupe, hein. Ah ouais? T'as dit quoi? T'as récupéré à 90%, c'est ça? Ouais, ouais, à 90%, ouais, un peu, ouais. Entre 90 et D'accord. 95, il me reste juste des petits trucs, mais ça se voit. C'est plus trop visible, en fait. À part si Si on j'arrive, regarde bien, peut-être, c'est ça, tu veux dire? et j'arrive toujours pas à bien cligner de l'œil, tu vois, des trucs comme ça, en fait. Des petits trucs. Ah ouais, d'accord. C'est quand j'étais pas. Franchement, t'es une warrior, hein? T'es encore là, comme on dit, franchement. Ouais. C'est. T'as un parcours de fou, quoi. C'est trop intéressant ton témoignage. Je raconte mon AVC. Un matin, je me suis réveillée et j'avais une grimace bizarre, en fait. Et ma soeur, elle me dit, mais pourquoi tu fais la grimace? Wow. Et elle rigole. Et moi, je rigole avec elle et Ouais. tout. J'ai rien et tout. Je me regarde dans la glace et j'avais tout le visage qui était, en fait, Paralysé, genre. paralysé, mais Ah genre, non, c'était pas ouais. symétrique, tu veux dire. Enfin, on n'est pas symétrique, mais tu veux dire, il y avait un côté qui était bizarre, genre. Et je pouvais plus fermer l'œil. Et de l'autre côté, j'étais normale. Donc, au début, j'avais aussi le bras et la jambe. Et avec le temps, c'est passé. Et ma mère a m'emmené à l'hôpital, bien sûr, et tout. Et là, ils ont dit que j'avais fait un AVC pendant la nuit et que j'allais récupérer, enfin, que j'allais peut-être récupérer le reste, en fait, le visage et tout. Donc, j'ai fait beaucoup de kiné. En fait, je pleurais même plus. J'avais plus de larmes de cet œil-là. Donc, il fallait toujours que je l'humidifie. C'était ça qui était un peu chiant. C'était toujours humidifié. Et puis, de fermer l'œil pour dormir parce que j'arrivais plus à le fermer. Ah, tu pouvais pas le fermer toi-même, il fallait que tu le fasses avec ta main, quoi. Genre, tu. Exactement, Ah c'était ça. ouais. Donc, je suis restée comme ça pendant un mois, je crois, 1 ou 2 mois. Ouais. Et quand pour l'école, c'est pas, bah, les autres ils comprenaient pas en fait. Ah, mais Mais tu m'étonnes, franchement. Ah, mais ouais, respect, comme dit Louisie. Et après, t'as pu, genre, suivre ta scolarité normalement? franchement, Enfin, quand je dis normalement, t'es passé tes classes ou t'as redoublé? j'ai dû redoubler une classe parce que j'étais Bah, pas assez présente. normal. J'avais les notes, Bah oui, t'étais pas présente, quoi, tout simplement. j'avais j'avais des très bonnes notes et tout, mais le taux d'absentéisme Élevé? était élevé, donc on pouvait pas me faire passer en fait. Ouais, je Donc comprends. une classe. Après, j'ai pas pu passer mon bac parce que j'étais toujours à l'hôpital cette année-là. Donc, Ouais, ouais, ouais. mais j'ai pu quand même faire mon école de stylisme et tout. Ah, Donc, bravo. Franchement, toutes mes félicitations. Toutes mes j'ai félicitations. fini, mais j'ai pas validé. Mais en fait, en tout cas, je suis allée Peu jusqu'au bout. importe. Voilà, t'es allé jusqu'au Et, bout. Tu as fait que c'est ce qui compte, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est de faire vraiment bah, le maximum que tu peux. Et ce que je voudrais dire aux gens par rapport à ce que tu viens de dire, t'es tellement une warrior. En fait, j'ai lu un truc, genre, il y a une warrior, une Mélissa, qui a eu son master, elle avait posté, tu vois. Et donc, on lui faisait des félicitations et tout. Et il y a une meuf qui a osé dire, mais à ce que je sache, une anémie, ça n'empêche pas le cerveau de fonctionner, donc vous pouvez très bien faire les études et tout. Sauf qu'on lui a répondu, la drépanocytose, c'est pas juste une anémie. Les gens, ils se rendent vraiment pas compte de ce que c'est que la drépanocytose, ce par quoi on peut passer. Ils pensent que juste, bah, on fait exprès de pas pouvoir aller à l'école ou quoi que ce soit, que c'est parce que on veut pas, qu'on est feignant ou quoi que ce soit. Alors que, bah, c'est ce que la maladie provoque pour nous, les absentéismes, les complications, les trucs. Les gens, franchement, ils se rendent même pas compte. bah, C'est moi, je horrible, quoi. me souviens que bah, le vendredi, j'étais en réal. Le lundi, j'étais à l'école le matin et tout. Punaise, sérieux. J'aurais posé le week-end. Je renchaînais pour pas manquer les cours, en fait. Et les gens, ils savaient pas d'où je venais. J'avais perdu 3, 4 kilos, 5 kilos. Et j'arrivais comme ça en cours normal. Et surtout que j'avais comme traitement, j'avais du Desferal. Ça fait la nuit, je me piquais. Le matin, je me dépiquais. Et j'allais en cours. J'avais les transfusions tous les mois. Ça fait que pendant 2 semaines, j'allais bien. Mais le reste du temps, eh ben, j'attendais ma transfusion. J'étais devenue comme un vampire, en fait. J'ai essayé l'hydréa, j'ai essayé le cyclos, tous les traitements qu'il y avait à l'époque. L'hydréa, moi, je l'ai commencé avant.
parce que Ouais, il n'y avait rien pour me soulager. À l'époque, ça venait des États-Unis et tout, c'était tout nouveau. Donc, ouais, et ça marchait pas sur moi. Et j'avais l'oxygène à la maison, ça fait le soir, je dormais avec l'oxygène, la perfusion des sphérales pour le surplus de fer, parce que à force de transfusion, on a beaucoup de fer, on cumule du fer. Donc, ça ouais. commence à être dangereux pour ma santé, en fait, les transfusions. Bah, j'avais tout ça, en fait, pendant bah, les 30 premières années de ma vie, en fait. Ça a duré bah, jusqu'à ma greffe, en fait. Les transfusions, c'était pour l'AVC, pour que je fasse plus d'AVC. Et on devait Mhm. arrêter à un moment donné, mais on n'a jamais arrêté. J'ai fait les érythraphérèses, les Mhm. transfusions avec les machines. Ouais, Et quand ouais. j'étais enceinte, c'est ce que je faisais aussi, les érythraphérèses. Mais à part qu'il y a des problèmes de voix et tout, machin, donc Il n'y avait pas deux? des problèmes de voix d'abord Ah bah oui, ça c'est ouais, c'est vrai que les drépanocytaires, on connaît bien ce problème, hein. Pour nous trouver une veine là, une bonne veine pour faire ce genre de transfusion, c'est galère, bah, effectivement. moi, Et puis les veines s'abîment avec le temps. Donc. j'ai ici porte à carte des chambres implantables. J'en ai même eu une dans l'Aisne, en fait, pour Ah compenser. ouais. J'ai eu une fistule, des trucs qu'on met pour les dialyser. Moi, je l'ai eu pour les transfusions. Hmm. Donc, franchement, je suis passée par toutes les étapes de la maladie. Quand j'étais enceinte, ça s'est très mal passé. Enfin, ça. D'accord. Ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire étape par étape. Disons que là, on a parlé de ta scolarité. Voilà. Là, donc elle disait qu'en fait, sa scolarité, voilà, vous avez compris. En plus, là, elle a eu plusieurs, ben, ceux qui savent pas, porte à quatre, on va dire comme les chambres implantables, ce qu'il faut qu'on met à l'intérieur un peu de vous pour pouvoir vous piquer, parce qu'on n'a plus de veine, en fait, plus de voie d'abord. Et du coup, je réponds vite, je lis vite fait ce qu'ils posent sur Facebook, parce que les pauvres, déjà, ils ne voient pas, donc on va pas les ignorer non plus. Donc, alors, il demande, s'il vous plaît, la guérison de tout. Pour moi, c'est une victoire. Qui a été son donneur? On en parlera bien juste tout à l'heure, t'inquiète pas. D'accord, j'ai entendu parler de cette greffe. Mon petit frère se porte volontaire. C'est bien. Et la prochaine étape, il faut qu'il se fasse, comment dire, enfin, faut qu'on sache s'il est compatible avec toi, en fait. Est-ce que son donneur est issu de sa famille? On va vous le dire. Ouais, on va le dire. C'est quoi le nom de la page sur Insta? Je l'ai noté là. Ouais, merci. Miss Letu, si vous voulez venir la voir sur Instagram, je vous le renote. C'est Miss M-I-2-S point L-E-T-U. Et bah là, vous pourrez voir la belle Luce là, toute belle, toute maquillée et tout. Attendez, je vous note. Miss.letu pour ceux qui, désolé pour les Facebookers. Voilà. Donc c'est Instagram qui gagne aujourd'hui. Donc, alors le live est enregistré. En fait, je voulais l'enregistrer et c'est qu'au début, le début du live de Instagram, en fait, on a attendu longtemps, mais je vais quand même le laisser. C'est pas grave, vous pourrez directement passer. Hein. Donc voilà. Ensuite, En Belgique, on nous dit que c'est impossible. tu as eu ta greffe à quel âge? Elle a dit qu'elle a été greffée à 29 ans. Voilà, merci. Allez, genre, c'est bon, il y a des gens qui c'est bon, ils répondent à ta place et tout. En fait, si vous avez vu sur Instagram, il y a un petit logo avec un petit point d'interrogation. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter là et je vais les voir. Voilà. Merci, Tiffany. Donc, maintenant, parlons de... Donc là, c'était ta période, on va dire, c'était quoi? Collège-lycée, ça, ce que tu as raconté, disons. Collège, lycée, ben, c'était. Bah, je Voilà, suis. c'est ce En que tu fait, à vas la raconter. fin du lycée, j'ai été dans les centres avec centres de rééducation. En fait, il y a des enfants malades parce que je D'accord. suivais plus. Enfin, c'est pas que je suivais plus, mais j'avais plus beaucoup d'espoir. Je me suis dit pourquoi aller à l'école alors que bah, les médecins ils me disent tous les ans que je vais bientôt mourir en fait. Donc, Ah, mais ça, c'est un truc, mais c'est un truc. Et je et- crois que si tu fais un sondage, tu as, allez, 4 drépas sur 5 même voire 5 sur 5 où on nous a prédit notre mort, qu'on va pas vivre. Franchement, mais moi, quand j'étais en troisième, on m'a dit, est-ce que je voulais en général ou en pro? J'ai pas levé la main. Elle me dit, pourquoi tu veux aller nulle part? J'ai dit, ben non, parce que je suis censée mourir cette année. Moi, on m'a dit que j'allais mourir. Moi, pour moi, la troisième, c'était ma dernière année de vie parce que j'étais en fauteuil roulant. Tout s'était dégradé. Je marchais, ensuite j'étais en béquille, ensuite j'étais en fauteuil roulant. Moi, pour moi, c'est bon, j'étais fini, quoi. J'étais fini.
Pourquoi même, moi je me dis même pourquoi. C'est un truc de fou comment ils nous enlèvent tout espoir, ils se rendent pas compte. S'il y a des médecins qui passent sur le live, qui voient les lives après, ou des gens du médical, paramédical, s'il vous plaît, franchement, arrêtez de dire ça et faites attention à ce que vous dites aux gens. Vous savez même pas comment vous pouvez détruire des vies comme ça, détruire le psychologique. T'imagines, on est ado en plus. T'as une période déjà de ta vie où t'as ta puberté, tout ça. En plus de ça, t'as ta maladie que personne ne connaît. Tes profs qui ne connaissent pas, tes collègues enfin les amis, les gens de ta classe, en fait, qui ne connaissent pas non plus, qui peuvent te traiter de feignant, quoi que ce soit. Et en plus, on te dit que tu vas mourir. En gros, tu te sens comment, en fait? Bon, à rien. C'est un truc de fou. Mais arrêtez, mais arrêtez. C'est horrible. Vous vous rendez même pas compte de ce que vous faites vivre aux gens psychologiquement. Imagine, tu penses que tu vas mourir. Moi, Ouais. je me disais, il me reste 6 mois à vivre. Enfin, c'est n'importe quoi, franchement. Vas-y, continue. Et ben, C'est ça, ça détruit. j'en ai toujours parlé à mes amis et ils m'ont toujours, enfin mes amis proches, ils m'ont vraiment compris. J'ai des amis depuis que, bah, Ah, heureusement, merci. même des amis que j'ai envoyés à l'hôpital qui sont drépanocytaires, bah, maintenant on a nos enfants qui jouent ensemble et on nous a tous prédit la même chose, hein, qu'on n'aurait pas d'enfants, qu'on n'allait pas vieillir et tout. Donc, on comprend C'est ça. que bah, nous maintenant, justement, le fait de voir nos enfants grandir, bah, on se dit, bon, en fait, ils avaient tort et heureusement qu'on a été têtus, qu'on a tenu le coup. Hein. Et donc, voilà, en fait, quand j'avais 16-17 ans, en fait, à la période du bac, j'y croyais plus vraiment. Et c'est quand je me suis retrouvée en classe avec des enfants qui avaient le cancer, on était que 3 dans la classe, 3, 4, tu vois. Et quand il y en a un qui disparaissait, je me suis dit, j'ai quand même la chance d'avoir une maladie qu'on peut qu'on soigne, pas qu'on guérit, mais qu'on soigne en France. Donc, je ne dois pas laisser ça abattre. J'ai pas envie Ouais. de faire un truc définitif qui va m'emporter du jour au lendemain ou une leucémie foudroyante, quoi. Quand j'ai vu d'autres enfants malades avec d'autres pathologies, d'autres ados qui étaient dans ma classe qui sont morts en cours d'année et tout, parce que voilà, ils avaient des trucs trop graves. Là, je me suis dit, ben, j'ai pas le droit d'abandonner, il faut que je fasse une école de stylisme, il faut que j'apprenne, Franchement, que je me batte. je suis sûre, je suis pas la seule en train de t'applaudir là. Franchement, t'es une warrior. Quand on dit warrior là, c'est pour toi. Franchement, c'est pour toi. C'est pour toi. Mais on C'est est tous quoi? accompagnés, Elle, hein. la personne qui s'appelle 555, j'aimerais bien savoir en fait ce qui est drôle, mais bon, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, il y a quelque chose qui était drôle, mais je vois pas ce qui était drôle là-dedans. Mais bon, bref, j'attends la réponse. Merci, Et merci. franchement, mettez-lui des bravos et des cœurs là, parce que franchement, ce qu'elle mérite là, lui, elle a même pas fini. Franchement, quand on dit le parcours des gens, Bah, c'est ça, continue, continue. Franchement, continuer. chapeau. Et quand je me suis accrochée bah, à mon rêve d'être styliste et tout, de dessiner des vêtements, parce que c'était de ça que je rêvais quand j'étais petite. Hein, pour, quand on me piquait, quand aller à l'hôpital, c'était vraiment la misère, je rêvais que de ça. C'est la seule chose que je pouvais vraiment faire, en fait, qui me rendait pas malade et tout. Donc, j'ai quand même fait mon école de stylisme. Et à la fin de l'école de stylisme, bah, en fait, ma santé, elle s'est un peu détériorée. Et, Ah, euh, merde. et c'est à cette époque-là qu'en fait, que j'ai grandi. Donc, les médecins, ils étaient vraiment contre ma grossesse. Et là, attends, t'avais quel âge quand t'as eu ta grossesse là? J'avais 25. C'était après l'école de stylisme. Enfin, il y a eu le passage à l'école. D'accord, ok. Donc là, tu as 25 ans, on a un moment où tu as vu, tu as 25 ans, tu as fini l'école, quoi, de stylisme, et tu tombes enceinte. Ouais. Ok, vas-y. C'était- 25 ans, ok? Donc, voilà, ça fait bah, en fait, en fait, à cette époque-là, les médecins, ils étaient vraiment pas d'accord. Ils m'ont dit, franchement, ils m'ont parlé d'avortement thérapeutique, tout ce qu'il fallait pas pour que je renonce, en fait, à ce projet-là. Moi, je me suis dit quoi, elle est là. C'est-à-dire, c'est pas moi. Elle s'accroche. Moi, je vais rien faire. Je suis croyante en plus. Et je me suis dit, c'est une Mhm. mission. Et je me suis dit, excuse-moi, j'ai des messages. Ah, tu t'es dit genre, bah voilà, c'est là, c'est Dieu qui décide, quoi. C'est pas les médecins, c'est pas aux médecins de décider tout. T'es bon, t'es enceinte, t'as ton enfant. Ah, je crois qu'elle a bugué là. Et donc, Vas-y. j'ai,
Ouais, Donc, ils t'ont proposé, ouais. moi, je me dis, bah non, en fait, je suis enceinte, c'est une bénédiction, donc je le garde et tout. Et bah, ce que les médecins avaient prédit, Mhm. bah, ça s'est vraiment réalisé. C'est que quand j'ai accouché, les premiers mois, ça a été. Et après, j'ai enchaîné des crises, mais De ouf. de fou. Ah ouais, t'as passé ton temps à l'hôpital, en fait. Ouais, ma fille, elle est née en 2010, Ouais. greffée en 2013, parce que 2011-2012, je les ai passées à l'hôpital. C'est-à-dire que je ne pouvais pas m'occuper d'elle. Heureusement qu'il y avait ma famille, il y avait ma soeur, il y avait ma mère, il y avait ma reine, il y avait des amis qui me... Attends, parce que là, je pense que t'as perdu des gens, là. Là, t'as sauté une étape de ouf. Là, tu parles de greffer, là. Tu parles de qui? Tu parles de toi? Hmm. Alors, attendez les gens, parce que Facebook, là, restez connectés, hein. Pas Facebook, excusez-moi, Instagram. Instagram, là, va se déconnecter, donc reconnecte-toi, ok? Je reconnecte le live. Parce qu'on avait tardé au début. Parce que là, ça va couper, ça coupe tout seul au bout d'une heure, en fait. D'accord. Donc, reconnectez-vous, les gens, et moi, je me reconnecte. Attendez. Parce que là, de toute façon, il va couper. Non, t'es pas gentil, franchement, t'es pas bien, Luce. C'est pas, faut pas faire des trucs comme ça. Et tu sais que je te voyais même plus en live sur Insta. Et je me suis dit, mais attends, Ah! relancer. Ça fait comme Le si... mieux aurait été une vidéo YouTube avec vous deux. Ah, t'inquiète, ça pourra se faire. On fera une vidéo YouTube, on fera. Ah ouais, non, mais... T'inquiète pas. J'étais pas partie manger. Hein. J'étais Ah, t'as entendu? pas entendu. En train de galérer d'avoir le... Ok, d'accord. Mais en plus, je sais plus. Alors, on en était où? Bon, en été, j'ai fini mes études. Je tombe Ah, enceinte. en été, t'es tombée enceinte. Voilà. Donc, t'es tombée enceinte. Et non, t'en étais à, t'es tombée enceinte et un an après, c'est ça? 6 mois après, t'as commencé à faire des crises. Ouais. C'est 6 mois ou un an après que ta fille soit née? Franchement, elle est née en octobre. Au mois de janvier, je faisais des crises de ouf. Ah oui, donc c'est Même trois pas... mois, quoi. C'est même pas 6 mois. Ouais. Ça m'a laissé du répit jusque en décembre. Au mois de janvier, ça a repris de fou, quoi. Ça a fait que... Et, et du coup, tu faisais comment? Genre, ta fille, Bah, qui la gardait et tout? Parce que là, à ce moment-là, tu étais seule, tu vis pas avec, tu vivais pas avec le père. non, je suis plus avec le père et tout à ce moment-là. Voilà. Et il y a ma famille, il y a ma fille, il y a ma mère, ma sœur, Ouais. mes frères, en fait, toute ma famille qui se met, en fait, bah, ils se mettent tous bah, là pour m'aider, pour aider à élever ma fille et tout. D'accord. Et du coup, en gros, c'est ta mère qui garde ta fille tout le temps, en fait. C'est pas toi. Ouais, c'est ça. En fait, la première fois que je la vois marcher carrément, c'est à l'hôpital. Ah ouais. À quatre pattes, on m'envoie une vidéo. En vrai, bah, c'est sur le sol de l'hôpital, on me la pose par terre, on me dit, tu sais qu'elle marche. Et même sa première rentrée, enfin tout ça, j'ai vraiment, j'étais pas là en fait. J'étais vraiment à l'hôpital tout le temps hospitalisée. J'étais, comme je vous ai dit, bah, 300 jours, en fait, ça vous fait 64 jours où vous êtes dehors et même pas dehors en pleine forme. C'est dehors où vous êtes encore entre chaque crise, vous avez encore mal en fait. C'est juste sortir pour rentrer en fait. Donc, moi, c'était mon état. Oui, oui, j'étais Ok. SF. Ouais, mais franchement. Je réponds juste à une question. Émeraude, ouais, j'étais SS. Mm. Et donc, à ce moment-là, quand j'en arrive à l'hôpital, tellement j'avais mes crises, elles étaient fortes, elles étaient devenues foudroyantes. C'est-à-dire que j'avais tellement mal que les infirmières, elles avaient pitié de moi. Elles ne voulaient même plus me faire la toilette parce qu'elles savaient qu'elle me faisait mal, mais le fait qu'elle me bouge, ça me faisait mal. Elles Ah, ne voulaient plus bah, me mettre, même le mettre le bassin, tu vois. Parce que elles m'ont dit, ben, on va faire comme les vieux, on va te mettre des couches parce que dès qu'on te couche, tu hurles, dès que ceci, cela. Et quand je me suis retrouvée dans cette situation-là, je me suis dit, non, il faut une solution. Je ne peux pas rester comme ça. C'est pas ça la vie, ni pour ma fille, c'est pas juste en fait. Et c'est là que j'ai commencé à chercher en fait bah, une solution sur Internet. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, ils faisaient la greffe bah, haploïdentique pour les gens qui n'avaient pas de donneur compatible. Là, tu utilises des mots que je pense que beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire greffe haploïdentique. Donc, explique plutôt ce que c'est que
Oui, j'ai l'étape des couches. Ah oui, je crois on est tous pas. Ouais, l'étape des couches, Parce que t'inquiète, moi aussi, c'est horrible, hein. j'en parle, j'ai pas parlé parce que Attends, as-tu une prothèse de... Est-ce que tu as une prothèse de hanche? oui, j'ai une prothèse à la hanche droite. Ok. Ah, comme moi, la hanche droite aussi. Mm. Du coup, qu'est-ce que c'est que la greffe haploïde? En Il y en fait, a, la ils savent pas. qu'on appelle la greffe haploïdentique, c'est une greffe qui est faite Ah, sur un corps qui n'est pas à 100%. 100%. Ouais. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, par exemple, on cherche, par exemple, vos frères et sœurs qui ont, je sais pas, 10 sur 10 de compatibilité. Bah, là, haploïde, bah, il n'y a pas 10 sur 10, quoi. Peut-être, toi, c'est à combien? Combien de pourcents? Ma sœur, Oui, ta greffe, ton donneur était à combien de pourcents de compatibilité? 60%. 60%. Donc, vous voyez, c'était genre là, 6 sur 10 quoi, en fait. C'était pas. Donc, voilà, c'est haploïde parce que c'est pas 10 sur 10 en fait. Voilà, c'est pas 10/10. Et on aurait même pu la faire avec ma mère qui a 50%. Elle est à 5, ouais, ouais, tes parents, quoi, c'est 5 sur Ouais, 10. voilà. Et du coup, faut savoir que du coup, c'est sûr que Bah, c'est plus risqué, quoi. T'as un mm, donneur, t'as pas 10 sur 10. Quand t'as 10 sur 10, là, déjà, tu dis, OK. Là, t'avais 6 sur 10. Du coup, maintenant, explique-nous, genre, comment ça s'est passé la greffe véritablement. En vrai, comment ça se passe? Quand t'as dû faire de la greffe, comment ça se passe avant? Là, même pas pendant, mais avant. Comment on te prépare, etc. bah déjà, le truc, c'est j'ai vu elle avait été faite aux États-Unis et je commence à en parler En déjà. France. Oui, mais Lisa, en France, on fait ce type de greffe, mais C'est une étude, ça commence, quoi, déjà, on va dire. c'est une étude pour le moment encore. En ce moment, Ça commence. encore Ouais. dans les. Et quand je vois qu'aux États-Unis, il avait fait 15 fois seulement, en fait, il y a eu 15 personnes, enfin, dans les 15 personnes, il y a eu 7 qui a été guéries, 7 qui n'a pas été guéries et une qui est décédée. Moi, je me dis, ça, c'est ma chance. S'il y en a 7 qui ont guéri, je peux faire partie de ceux qu'on va faire. Ah oui, d'accord. Ça. Ah, mais Lisa, pour toutes les greffes, enfin, pour l'instant, dans toutes les études, il n'y a pas encore 100%, quoi. Même quand ça se rapproche, genre 96%, tu vois, greffe normale, pas greffe haploïde ou quoi. Mais il n'y a jamais le 100%. Il y a toujours un risque, quand même. Il y a toujours un petit risque. Un risque. C'est pas un petit risque, il y a toujours un risque. Et là, j'avais un risque de 50% de chance de ne pas guérir. Parce qu'ils ne savaient pas encore, vu que c'était une étude pour le moment, ils savaient Ouais. que ça ne marchait pas à 100% ou pourquoi il y avait des gens Mhm. sur qui ça ne prenait pas. Donc là, j'en commence à en parler à mon médecin et lui, il se renseigne aussi de son côté. Mhm. Et j'en parle à d'autres médecins et ils me disent oui, ça va arriver en France bientôt, bientôt. Mhm. Là, je commence, je lui dis de me mettre dans la liste en fait des gens et il me dit mais en fait, ça n'a jamais été fait en France. Donc, si tu es dans la liste et qu'on te prend, tu seras la première à le faire en France. Mhm. Et moi, j'ai dit oui. T'imagines, dans ta tête, Dans ma tête, ça a chauffé un peu. Je me suis dit, ça chauffe, tu te dis, attends, ça n'a jamais été fait en France, genre, je vais être la première, genre toi, genre celle que vous avez là en live, c'était la première greffée haploïde en France, la première, la toute première. ouais. Et Moi, franchement, je fais, ça fait peur parce qu'on ne donne que 50% de chance et tu sais qu'ils ne l'ont jamais fait. Et donc, moi, j'étais un peu en panique. D'un côté, j'étais un peu en c'est panique. normal. Et, et, en fait, les médecins, d'abord, commencent à parler de cette greffe qu'ils n'ont jamais fait. Et ils essaient de te préparer psychologiquement. Ils t'expliquent ça va être quoi ton quotidien. Il faudra rester dans la chambre stérile, que tu auras des rayons, que tu vas perdre tes cheveux. Il te faut signer plein de papiers aussi. Il te faut signer des papiers et tout. Parce que voilà quoi, tu mets ta vie en jeu et puis voilà quoi. Faut accepter. Moi, à mon époque, il fallait vraiment accepter de faire cette greffe parce que c'est une étude. C'est-à-dire que la Sécu, elle paye, c'est-à-dire qu'il y a il y a les organismes pharmaceutiques qui payent. Il y a plein d'argent qui sont mis en jeu. Moi, la greffe que j'ai faite, rien que le papier sur lequel c'était écrit la greffe avec la chimio, c'était 1,5 million d'euros, sans parler des traitements, de tout ce qui se passe à côté de la chambre et tout, des transfus et tout. C'était 1,5 million d'euros sur la table, en fait. Donc, et c'est pour ça que Voilà, on te fait signer le max de papier, là. papier, Mais là, t'imagines dans ta tête, dans quel état t'es, tu te dis, bon,
Et la Mélissa, elle demande les 50% qui restent, c'est quoi? Genre, si ça marche à 50%, qu'est-ce que c'est? Ben, en gros, ça marche pas. Donc, soit, bah, tu peux avoir rejeté, voilà, l'autre rejette le greffon. Soit, bah, malheureusement, il y a eu des décès aussi. Voilà, soit ça marche pas. Soit ça marche pas et tu meurs pas, mais du coup, bah, ça n'a pas marché. Et c'est possible que tu meurs. Voilà. Bah, moi, j'ai vu les personnes sur qui ça n'a pas marché qui ne font quand même plus de crise. Ouais, tu m'en avais parlé, ouais, Il y a effectivement. la seule personne que j'ai vue sur qui ça n'a pas marché, bah, en fait, il va bien, il travaille, il fait beaucoup moins de crises qu'avant. Il fait de crises, donc d'un côté, ils ont dû toucher quelque chose de. Tu redeviens comme avant, comme le dit Isaiah. Mais lui a du mieux. Lui, c'est pas comme avant, il faisait ses Il a crises. quand même du mieux. Ils ont quand même réussi, genre, ça a marché partiellement, tu vois. Ils Il a ont. réussi à toucher quelque chose Ok, qui a. d'accord. Il fait toujours pas de crise au jour d'aujourd'hui, là, ça va faire, ouais, qu'il fait des petites crises, mais il m'a dit qu'il n'a pas été hospitalisé depuis qu'il a fait la greffe, il n'a plus été hospitalisé, alors qu'avant, il était tout le temps, quoi. Donc, moi, dans ma tête, en fait, franchement, je suis en panique, mais j'ai tellement envie de guérir. Quand on m'aurait dit, tu fais ça, tu vas guérir, je l'aurais fait. Mais là, ce qui a pris le pas, c'est le fait de te dire, dans ta tête, là, tu te dis, c'est plus possible que je vive comme ça, dans cet état-là. Genre, je vais choisir ma chance, en fait. Même si on t'avait dit, en fait, là, on t'a dit, on t'a dit, t'as combien de chance, t'as dit? 50%. 50% de chance, et toi, tu t'es dit, bah, vas-y, hein, j'ai une chance sur deux et je vais tester, quoi. Toi, tu t'es dit, j'ai une chance sur deux de guérir, bah, je le fais. La saisie, c'est tout, j'ai cette chance-là. Et, franchement, je m'étais déjà mis, le mode warrior qu'on a quand on a nos crises et tout. C'est ça qui doit aider quand on est dans des situations comme ça, des situations de doute. Parce que je me suis battue toute ma vie. Là, on me demandait juste de faire un effort, même si je ne connaissais pas la chimio, je ne connaissais pas les rayons, je ne connaissais pas les chambres stériles. Je me suis dit, ça peut pas être pire que ce que je fais en ce moment. Je suis tout le temps à l'hôpital pour mon enfant. Il n'y a rien de pire que ça, en fait, pour moi. Il n'y avait rien de pire que de rester malade. La morphine, je ne plus. J'avais des doses de morphine, c'était incroyable. Quand je suis arrivée, ils se demandaient, mais comment, en fait, tu as des doses qu'on n'a jamais vues chez personne. C'était la seule chose, et la kétamine, ça me mettait dans un état. Je suis passée vraiment de morphine à la kétamine. Après, tellement il fallait des trucs de plus en plus forts, en fait. Et moi, j'en pouvais plus, rien que ça. Et j'avais plus du tout de veine. On pouvait plus me même en artériel et tout. J'étais arrivée vraiment au bout de ce qu'on pouvait me proposer médicalement parlant. Ouais, on pouvait plus rien te proposer de toute façon. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les médecins, ils attendaient juste que je parte. Et c'était pour eux, la seule délivrance que je pouvais avoir, c'était la mort. Donc, franchement, je me suis dit, cette chance-là, peut-être que je vais être la première, peut-être que ça n'a jamais été fait, mais il n'y a pas moyen que je la laisse passer. Et je la saisis, en fait. Je suis partie, j'ai fait et on est partis tous dans l'aventure, en fait, de la greffe. Et là, je lui ai raconté, je sais pas, Laetitia, comment ça se passe, en fait, quand tu fais la greffe, après qu'on... Mais déjà, il y a un truc que tu m'as dit qui est super intéressant, je trouve que tu peux dire aux autres, c'est que, tu te rappelles, tu m'as dit que tu t'es enfui quand même. Ouais, ah oui, quand même. Dis-leur, franchement, raconte, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte. Les gens, en fait, d'extérieur, ils se disent, mais t'as trop de chance et tout, machin et tout, pourquoi? Mais en fait, vous savez pas, hein, quand vous avez vécu toute votre vie en tant que malade drépanocytaire, il y a un truc qui chamboule psychologiquement. En fait, il faut un suivi psychologique pour faire ce genre de truc. Hein. Dans votre tête, vous êtes plus, après, vous êtes plus drépanocytaire, vous êtes plus assez. Vas-y, explique, tu t'enfuis, quoi. Moi, en fait, j'étais en train de faire une crise et ils m'avaient déjà mis dans La chambre. la chambre, enfin, La chambre stérile. Non, pas dans la chambre stérile. Ah. Dans l'hôpital où j'allais être. À savoir que cet hôpital-là, ils ne connaissaient pas la drépanocytose. Et ils sont là pour les gens qui ont des leucémies, qui peuvent à peu près marcher, enfin, et tout. Donc, il y avait beaucoup d'activités et beaucoup de bruit. Et à chaque fois, il y avait des problèmes de prise de rendez-vous. Il y avait des problèmes par rapport, en fait, plein de petits trucs qui me faisaient un peu peur. Que je me suis dit, s'ils n'arrivent pas à prendre un rendez-vous et qu'en plus, ils m'envoient dans un hôpital où les gens ne savent même pas ce que j'ai et comment me traiter, et j'ai plus confiance, en fait. Ça fait que j'ai eu un problème de confiance et je suis sortie de l'hôpital. Je me suis dit, franchement... je vais faire la greffe. J'ai peur de mettre ma vie en jeu, alors que les gens, ils ont l'air pas sérieux.
franchement, l'hôpital, il connaissait rien sur la drépano. Il savait pas comment... Bah, c'est l'hôpital Saint-Louis à Paris. Ouais, oui, oui, greffe en fait. Ils font la greffe là. Ouais, où ils font la greffe, ouais, c'est l'hôpital Saint-Louis. J'étais suivie à Georges Pompidou. Et, on m'a envoyé à Saint-Louis. Et il y avait des petits problèmes entre les deux hôpitaux, des problèmes de rendez-vous, de prise de rendez-vous et tout. Et moi, ça m'a fait peur. Je me suis dit, franchement, moi, je mets ma vie en jeu. Et eux, ils n'arrivent pas à prendre des rendez-vous. Ça fait flipper. Ça fait que je suis partie de l'hôpital comme ça avec ma mère. J'ai pris un taxi, je suis partie. Et après, je me suis dit, non, en plus, là, tu vas faire vraiment une grave erreur. Ouais. Et là, la chance qu'on t'a donnée, là, même s'ils le font mal ou... même si, en fait, c'est leur travail, en fait. Donc, ils ont intérêt à ce que la chimio soit bien mise, que les trucs ils soient bien faits. Ils n'ont pas intérêt à te perdre. Même si, ça ne veut rien dire s'il y a pas les rendez-vous, ils ne sont pas pris à temps ou je ne sais pas quoi. Parce qu'en fait, il faut faire tous les bilans. Il faut faire les bilans cardiaques, les scanners, il faut faire le truc dentaire, il faut faire les bilans dentaires, il faut tout refaire. Les faire les poumons pour voir comment ça marche avant et après la greffe. Ah ouais. Tu dois refaire tous les tests avant et tous les tests après la greffe. Parce que si la greffe elle a abîmé les choses, les organes à toi, et ben, il faut qu'ils le sachent. Donc, moi, j'ai dû, comme la greffe, en fait, elle rendait stérile, j'ai dû, ouais, ça, c'est un truc, bref, en fait, ils m'ont dit de congeler un ovaire. Alors, oui, donc pour ceux qui n'ont, parce que ça coupe un peu, hein, je sais Ouais. pas, ça coupe un peu de ton côté. Donc, en fait, il faut savoir que la greffe, oui, bah, ça rend stérile. Du coup, on vous propose bien avant, soit de congeler, voilà, les ovaires, les spermatozoïdes, tout ça, en fait. Ouais. Et du coup, toi, on t'a proposé en général, quoi, ils coupent une partie, en fait, Ils t'enlèvent carrément. jugulaire, quoi. Ils t'enlèvent. Ah oui, la greffe, ça rend stérile, oui. Donc, quand on propose la greffe, on propose d'abord de congeler si après la greffe, tu veux avoir des enfants, que ce soit possible. Ouais. En fait, pour les garçons, ça revient. Parce que les garçons fabriquent leur spermatozoïdes au jour le jour. Mais nous, les femmes, on est à nos ovaires qu'on a à la naissance, notre nombre d'ovules et tout machin. Donc, quand la chimio est pas, elle est censée tout détruire. Les doses de chimio que j'ai eues, moi, elles étaient censées me rendre stérile. Et je dis bien censée parce que j'ai eu une nouvelle. Une bonne nouvelle là, hein. Une bonne nouvelle, franchement, vas-y. Moi, je peux toujours avoir des enfants. Et ça s'est su que maintenant, en fait. Et les médecins, écoutez bien, les médecins, ils savent toujours pas pourquoi et comment. Comme quoi, franchement, après, c'est sûr, on sait que la science ne sait pas toujours tout. Mais là, on lui a prédit qu'elle n'aura plus jamais d'enfants, qu'elle n'aurait plus jamais d'enfants, pardon. Et là, elle peut avoir des enfants, ils ont découvert ça. Et genre, ils savent pas pourquoi, en fait, plus, tu vois. Ouais, ils savent pas pourquoi. Parce genre, c'est revenu comme ça, quoi. Et les rayons, c'était censé me rendre stérile, en fait. Avec les taux que j'avais de chimiothérapie. Ah oui, parce que c'est pas... Parce qu'il y a un truc dans la greffe haploïdentique, c'est-à-dire que tu as deux chimios différentes. Tu n'as pas une chimio juste pour t'enlever ton système immunitaire. Tu as la chimio qui fait que tu ne rejettes pas la moelle de ton donneur parce qu'elle n'est pas à 100% identique. Donc, tu as deux chimios différentes. Tout à fait. Donc, en plus, après, bon, tu arrives à l'hôpital et quand tu as fait tous les tests et qu'on t'a pris comme moi j'étais le patient zéro, en fait, j'étais le tout premier patient, donc merci pour les cœurs, c'est trop gentil. Ah ouais, non, là, tu mérites plein de cœurs, hein, franchement. Envoyez-lui plein de cœurs, franchement. Et ouais, c'est comme les personnes qui ont la leucémie, ou qui ont des grosses doses de chimio, ça dépend de la dose, ça dépend de la personne. Ah ouais. Mais en fait, moi, les doses que j'ai eues, apparemment, mon corps, il a été assez... Assez fort. Ah, les cœurs. En fait, il a été assez fort pour pouvoir finalement se remettre et continuer, quoi. Moi, oui, j'étais SS. Elle était SS. Et maintenant, elle est AA. Parce que son donneur était AA. Donc maintenant, Luce, elle n'est plus drépanocytaire, Luce. Oui, donc franchement, mais après, là où je veux en venir, c'est vraiment le... Et le après, franchement, explique-nous le après, c'est super intéressant parce que psychologiquement, tu te sentais comment? Genre, t'es sortie, t'as eu ta greffe, on te dit, aujourd'hui, Luce, vous n'êtes plus... quand on m'a dit... Et puis d'ailleurs, non, avant ça,
Parce que les gens pensent qu'une fois que tu as eu ta greffe, ça y est, c'est bon, le lendemain, tu es sorti, t'es plus de drépanocytaire, c'est fini. Non, 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 non. Explique Déjà, vraiment ce qui se passe après. déjà tu as une préparation. Tu as un peu de chimio qui t'enlève tout ton système immunitaire. Après, tu as les rayons, c'est-à-dire que tu restes dans une espèce de truc en plastique où tu ne peux pas bouger pendant qu'on te jette des rayons, carrément des rayons super. Enfin, des trucs Mais vraiment. c'est nocif, quoi. Ouais, c'est des Ouais, trucs, enfin, nocifs. On va dire des trucs forts, plutôt. ouais, super fort. Et donc, après ça, on te fait rentrer dans la chambre à flux, c'est-à-dire c'est les chambres stériles. C'est une Mhm. chambre où tu ne peux pas sortir. Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas mettre ta tête dehors, tu ne peux rien faire. S'ils te font sortir, c'est en prévision que tu dois aller faire un examen et tout est préparé sur le chemin, il n'y aura personne. Mhm. Et toi, tu vas arriver pour les gros trucs, hein, pour les scanners, les trucs comme ça, on ne peut pas ramener le scanner dans ta chambre. Mais pour tout ce qui est radio, ils vont ramener la radio et tout, machin, stériliser tout. Et donc, dans ta chambre, les fenêtres, elles sont fermées. Il y a un air qui passe pour enlever les microbes. Il y a de l'air qui circule, en fait, dans un sens spécial. Comme ça, les microbes, ils ne vont jamais sur toi ou ils ne restent pas dans la chambre. Ouais. C'est une chambre en fait, il y a un faux plafond. C'est une toute petite chambre comme ça. Et tu as un sas. Même dans le sas, tu ne peux pas rentrer. Le sas, c'est les gens qui rentrent, ils se nettoient, ils mettent masque, gants. La combinaison, tout ça. Et ils rentrent te voir. La totale, ouais. La totale. Et là, dans ça, là, c'est... Tu restes combien de temps comme ça? Moi, je suis restée 2 mois. 2 mois après la greffe. Non, 2 mois pendant la greffe. Moi, en fait, je suis rentrée... Ah, attends, là, tu parles de pendant la greffe, là. Ouais, je suis rentrée le 13 octobre. J'ai été greffée. Il y a eu toute la chimio. Oui. J'ai été Ouais. greffée le 28 novembre. Et il faut dire que ma soeur, en fait, elle est venue le matin. On l'a pris la moelle dans le dos. Et le soir, elle est venue pour voir quand on me mettait le... En fait, c'est comme une transfusion, la C'est greffe. comme une transfusion, hein, vous savez, on vous donne, vous savez, les poches de transfusion, on vous transfuse la moelle, en fait. On vous transfuse la moelle et ça va à l'endroit... Parce qu'avant, ils faisaient ça à l'ancienne. Ils ne savaient pas où ça allait. Donc, c'était un peu plus rude, en fait, de faire. Mais ils ont remarqué que partout où ils mettent la moelle, elle va aller dans la moelle osseuse. Donc... Dans cette chambre-là, en fait, il y a plein de trucs que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas toucher du papier. En fait, il y a plein de règles à suivre. Pour pas Bah oui, tout ce qui peut te nuire, en fait, t'es en aplasie de toute façon. Ouais, Enfin, excuse-moi. Enfin, pour ceux, aplasie, en gros, t'as plus de défense immunitaire. En gros, vous savez qu'une petite bactérie peut la tuer, en fait. Donc, elle est vraiment protégée, quoi. Et juste pour répondre à des questions, parce qu'on t'a posé, on t'a dit c'était qui ton donneur? Parce que je pense qu'ils n'ont pas entendu. Bah, mon donneur, c'était ma sœur aînée. Voilà. Comme 50% et qu'elle était jeune, on a préféré la prendre, sa moelle à elle, que sur ma mère. Voilà. Donc, elle a pu me donner finalement sa moelle, en fait. Donc, franchement, j'avais plus de système immunitaire. J'ai perdu mes cheveux, faut dire... J'avais déjà vraiment coupé mes cheveux. Moi, j'avais coupé mes cheveux très courts. Je me suis fait une coupe à la Rihanna et tout. T'avais déjà prévu le coup. Tu t'es dit, bon, prévision, vas-y. Pour ça, tu t'y fais petit à petit, tu vois. Ouais. Genre, tu passes pas de ça à rien, quoi. J'avais un afro de fou. Et je me suis dit, je vais pas couper ça d'un coup. Ouais. J'ai envie de vivre la scène qu'on vit dans les films où les gens... Ouais, c'est psychologique tout ça en fait. Ça veut dire que tu te prépares petit à petit en fait. Là, tu te dis, ok, t'as ça, tu coupes un peu ça, t'as ça, donc t'avais déjà ton info. Voilà, t'as coupé, tu t'es dit comme ça, tu vas pas être chauve d'un coup quoi. Et après, tu rentres. Quand j'ai vu mes cheveux qui commençaient à tomber un tout petit peu, tu vois, sur l'oreiller le matin, j'ai dit qu'on me rase tout. Et il y a des infirmières qui sont super bien formées et qui, si tu veux garder jusqu'à ta dernière touffe, tu peux la garder. Il y a des infirmières, tu leur demandes, elles savent déjà quoi faire, elles ont tout le matériel. Et moi, j'ai dit, je rase tout parce que je savais que je ne voulais pas les voir tomber, en fait. Wow. Et j'avais déjà demandé, est-ce que je vais perdre mes sourcils? On m'a dit, non, tu ne vas pas perdre tes sourcils. C'est la seule question que j'ai posée quand on m'a fait signer les papiers. Tu m'as tué, est-ce que je vais perdre mes sourcils? Parce que ça, les gens malades, tu vois. Ouais, non, je comprends. Hein. Perruque et tout, mais j'ai perdu tous mes cheveux en fait. Tu sais, et comme tu dis, elles sont formées à ça, et ça peut paraître banal, mais c'est pas du tout banal. Hein. Surtout que voilà, t'es une femme, c'est ta féminité, tes sourcils, tes cheveux, c'est très important en fait, la façon dont toi tu te vois, tu t'aimes et tout. Mais ouais, non,
Mais j'avoue, c'est drôle. Est-ce que je vais perdre mes sensibles? Mais t'as raison. Hein. Ouais. Donc, franchement, la chambre stérile, il y a plein de trucs à pas faire, mais ça. Ouais. En plus, il y a tout un truc, il y a tout un processus aussi, comme quoi personne ne peut toucher tes habits parce qu'il peut avoir Ah, une robe. Ça fait quand on sèche tes habits, ça fait même tes parents, en fait, ils doivent rentrer dans le processus. Il faut vraiment être soutenu, hein. Il faut être soutenu parce que tu te retrouves tout seul dans une pièce, tu as un téléphone, tu as tout ça, mais il y a que, tu fais que réfléchir. ah Tu fais ouais. que réfléchir, tu dis, un jour tu perds tes cheveux, le lendemain t'as des effets secondaires, t'as des De frissons. quel type? T'as quoi? T'avais quoi comme effet secondaire? Bah, Explique. moi j'ai eu des boutons, d'un coup j'ai eu ma peau qui a foncé, j'ai eu Hein. ma peau des mains qui se décollait, ça c'était vraiment bizarre. La peau de tes mains se décollait? Ouais, en fait je pelais, mais vraiment Genre, beaucoup, ici, là? non, à l'intérieur. Je Ici, pelais, à la paume de la main? ouais, Ah ouais, oh punaise. Genre tout ça, là, ça partait, ouais, quoi. ouais, ça partait comme ça. Et j'avais les mucides, c'est-à-dire dans la bouche, t'as des trucs qui te font mal, en fait, des boutons qui poussent à l'intérieur de ta bouche. Ah ouais. Et ça arrive à tout le monde, ça, les mucides. Même les leucémiques. Et eux, les leucémiques, on leur met de la morphine pour ça. Moi, j'ai fait, mais j'ai pas besoin de morphine pour ça. La douleur, elle est pas trop, elle est pas forte à ce point. Et le pire, je crois, c'est que quand même pendant la grève, j'étais en crise. Et heureusement que mon médecin était venu pour expliquer. J'avais et les effets et la crise qui roulait en même temps. Donc, franchement, le seul, c'était vraiment, c'est dans ma tête vraiment que je trouvais la force parce que, et dans Mhm. dans mes amis, parce que tous les jours, tu as un truc qui est différent. Tous les jours, tu sais pas à quoi t'attendre. Ouais. Ouais, c'est une décision qu'à pas prendre à la légère parce que quand tu le Ah, c'est vis, clair. tu t'en rends même pas compte. Moi, j'ai passé la moitié de mon temps à regarder Game of Thrones et l'autre moitié, j'ai l'impression que j'étais même pas là en fait, que je faisais que de réfléchir et tout. Et T'es seule. franchement, heureusement qu'il y a beaucoup en fait, à Saint-Louis, de toute façon, C'est ils comme. sont pris en charge. Il y a des psychologues, il y a des médecins. Ouais. En plus, franchement, vous rendez pas compte, mais tous les matins, vous avez une prise de sang. Et les chimios, tu la vois passer. Moi, j'ai demandé à pas savoir les doses, les trucs, les machins. Je l'ai pas, je leur ai dit ça, c'est votre. Moi, je dois rester en vie, c'est tout ce qu'on me demande. Vous gérez vos trucs. Parce qu'il y a des gens qui demandent quel nom à la chimio. On dirait que ça va les aider, je sais pas pourquoi, en fait. Qu'est-ce Tu qu'on sais, leur ça dépend psychologiquement. Certains, ils ont besoin, ça les rassure en fait de savoir ce qu'on met dans leur corps. Et d'autres, c'est le contraire. Ils ouais. sont plus rassurés de pas savoir ce qu'on met dans leur corps, tu vois, comme toi. Et à d'autres, c'est vraiment, ça les rassure, tu vois, ils ont besoin de ça et tout. Ça dépend vraiment de chacun. C'est psychologique, c'est la façon de chacun d'accepter la chose et d'avancer et de Et prendre du courage, quoi, en fait. savoir que tu as le choix de savoir ou de pas savoir. Eux, Ouais. ils te le donnent. Tu as la liberté. À Saint-Louis, en tout cas, ils sont très compréhensifs. Et si tu dois voir le calendrier des doses de chimio et tout machin, ils te le donnent. Mm. Ouais. Et tu as beaucoup de médicaments, on t'arrête tes règles, quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, mais on Ah, t'arrête c'est intéressant. pour pas que bah, tu aies des saignements et que tu aies à mettre des serviettes qui peuvent être source de microbes. Et Ah surtout, tu bon. ne prends pas de douche, tu n'as pas d'eau stagnante. Ouais, tu m'as dit ça, mais du coup, ouais, c'est La ouf. première chose que j'ai demandé en sortant, c'est de prendre une douche parce que tu fais des toilettes avec des gants stériles, tu t'essuies avec des gants stériles même quand tu vas aux toilettes. C'est pas très glamour, mais Ouais, ben, c'est comme ça. Hein. Mais t'imagines, tu passes 3 mois sans prendre de douche. C'est normal qu'à la fin, tu demandes une douche. c'est qu'elle dit quoi? Oui, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau stagnante. C'est-à-dire que tu ne veux pas être sous un jet de quelque chose. Tu prends les gants stériles et on te lave. Non, pas 4 mois. Je ne suis pas restée 4 mois. T'es resté combien de temps? T'es resté combien de temps? Restée un Sans mois, douche. 2 mois. Ouais. Combien? 1 mois et demi, 2 mois. 2 mois. 2 mois. Ah, quand même, hein. Le truc, c'est que tous les jours, tu as une toilette. Oui, non, mais oui, ben oui, je sais. Mais c'est les toilettes de chat, en fait. Moi, Ouais, j'appelle ça des toilettes avec le gant. avec le gant. Et là, franchement, le truc, c'est que ils refont toute ta chambre tous les jours. Donc, ouais, bah, la prise en charge, c'est pas que la sécu, en fait, en ce moment. Parce que ça coûte trop cher pour la sécu. Ah, Donc, ils te, ils te,
ils refont toute ta chambre, c'est-à-dire ta chambre, elle est propre tous les matins, ils viennent faire le ménage. Et toi, tu fais ta toilette. Après, on envoie tout. Et après, tu peux vaquer à tes occupations. Il y a des trucs, ils font des trucs. Il y a de la kiné. Il y a un kiné qui passe pour faire du sport. Parce que la chimio, ça abîme les muscles. La toilette au lit. Ah oui, et mais du coup, Louiselle a posé une question super importante. Du coup, c'est qui paye en fait? En plus de En la fait, sécu. la sécu, elle paye une partie. Et encore, il faut que ce soit accepté que la sécu, elle paye une partie. Il y a les laboratoires pharmaceutiques. Parce qu'en fait, la greffe que j'ai faite, c'est une étude qui vise à long terme à ce que n'importe qui puisse être greffé avec un parent à lui. D'accord. En fait, c'est même pas pour les drépanocytaires, en gros. Nous, voilà, Yolande a dit que c'est un protocole de recherche là en ce moment. Donc, c'est-à-dire que à long terme, en fait, quand ils auront Merci, plus de reçus, quand ils auront plus je sais pas quoi dire, d'expérience sur cette greffe, ouais. Pour qu'on puisse greffer tout le monde avec. En fait, oui, c'est pour que ça puisse s'étendre. En fait, là, de toute façon, ils sont en phase de recherche. De toute façon, pour que ce qui t'est arrivé toi, voilà, puisse pouvoir le faire sur voilà, sur beaucoup de monde, quoi. Ouais. Donc, c'est pour que ça serve à un plus grand nombre. Donc. Est-ce que parmi celles-là, il y a une personne qui, quoi? Je sais pas si je prends le risque, sincèrement. Qui a l'opération de la prothèse de hanche s'est mal passée. Bon, je pense que on va laisser Luce parler plutôt de son histoire pour répondre à ça après, je pense. Voilà. Oui, il y a quelqu'un qui demande s'il y a un patient. Peut-il être greffé de la moelle osseuse de son parent AS? Oui, on peut être greffé dans AS, mais du coup, tu deviens AS, tu deviens comme ton donneur, du coup. Elle, en fait, son donneur était AA. Du coup, maintenant, lui, c'est dépassé de SS à AA. Ouais. Et maintenant, c'est AA. Donc, franchement, il n'y a rien de glamour dans la chambre stérile. Hein. C'est-à-dire que tu ne peux pas manger des choses. Il y a des trucs que tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas manger d'ananas, de kiwi, de tous les fruits qui sont un peu, qui peuvent avoir des microbes. Ouais. Tu peux pas manger de saucisson, de sushi, des trucs comme ça. De sushi, on dirait que ça t'a trop manqué, toi. Tu fais des sushis. Et après, je me suis remise, je me suis rattrapée après. Ah, ok. Franchement, et après, quand tu sors de la chambre stérile, qu'on te dit oui, Pas sec, t'es mauvaise, Tiffany. Sec. Oui, tu disais? Dans la pastèque, tu peux manger en fait, mais bon, mais je sais plus si. Ah, elle demande c'était quoi ton alimentation du coup? Du coup, tout ce que tu peux manger de l'extérieur de l'hôpital, c'est Picard. Parce que Picard, ils sont vachement aux normes, question propreté, question. Et sinon, tu manges que la bouffe de l'hôpital. C'est ouf, hein, parce que personne n'aurait pensé à ça. En fait, Picard, donc ils sont grave aux normes, quoi. Ils sont. Ouais. J'aime bien Picard parce que c'est bon, mais tu vois, je pensais pas à ça, tu vois. Ouais, la seule chose qui peut venir de dehors, c'est Picard. Ok. Et en plus, tu as le gavage aussi. Tu as le gavage, c'est-à-dire quand tu as une sonde qui te nourrit. Qui te nourrit, en fait, tous les soirs, on te met la sonde. Et franchement, ça m'a fait prendre du poids déjà. Le fait d'être alité, de ne pas pouvoir trop bouger et tout. Ah ouais. Et le régime, c'est à vie, non? Non, le régime, c'est que pendant 100 jours. Enfin, la chambre stérile plus 100 jours. Après, là, ton système immunitaire, il est revenu, en fait. Et en fait, à un moment donné, quand on te met la moelle, tu as ce qu'on appelle les GVH. C'est-à-dire que ta propre moelle, elle ne veut pas partir. Et la moelle de ton donneur, il veut greffer. Donc là, il t'arrive des trucs, en fait, tous les matins. Il y a conflit, quoi, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de combat dans ton corps.
Et tu as les effets secondaires, en fait, du combat. C'est quoi les effets secondaires? Toi, t'as eu quoi comme effet secondaire? Bah, moi, j'ai mes mains qui avaient gonflé. J'avais les mains de Mickey. Ah J'ai ouais. eu, j'ai eu ma rétine qui s'est décollée. Et après, on m'a mis des Ouais. antibiotiques. Et, euh, et j'ai eu quoi? Bah, c'est là que j'ai eu, je crois, des boutons aussi. Mais en Ah, mais fait, c'est trop intéressant parce que les gens, ils pensent juste, ils disent oui, je vois trop ça, mais fais-toi greffer, c'est rapide et tout. Les gens, ils se doutent pas que c'est un long processus, c'est non, un truc, non, pour- faut réfléchir, c'est pas, hop, une petite transfusion sanguine et c'est bien, c'est bon, vous n'êtes plus de repas, au revoir, ciao. C'est pas ça. non. Et en fait, après, on te dit oui, la moelle, elle a pris. En fait, les GVH, c'est pas forcément fait. Ça veut dire que ton corps, il se bat, mais qu'il est en train de perdre aussi. Donc, des fois, c'est bon. Quand tu as des Mm. GVH qui ne sont pas ce qu'on appelle des GVH chroniques, c'est-à-dire que ça ne va pas rester à long terme. Parce que ça, c'est Ouais. de la greffe. C'est que tu gardes tes GVH à long terme. C'est-à-dire des problèmes de peau, des problèmes de poumons. Ça peut rester à long terme. Tu peux guérir, mais tu gardes les GVH. Moi, ça Mm, va. mm, Avec le temps, j'ai perdu toutes les toutes les réactions que j'ai eues, elles sont passées. Donc, ça va. Franchement, j'ai eu la bénédiction que tout se passe bien. mm. Et là, on te dit, bon, bah, en fait, tu t'es guéri. La moelle de ta donneuse, elle a pris, de ta sœur, elle a pris. Là, ton système immunitaire il doit remonter. Wow. Et là, c'est que ta tête qui fait en sorte que si t'es pas dans le combat à essayer d'aller mieux, ton système immunitaire ne remontera pas. Ouais, là, c'est en gros, là c'est là où Le mental, il... le mental prend tout son sens, toute son ampleur. C'est-à-dire faut que là, c'est là où c'est le moment d'être une warrior, quoi. En gros, c'est le moment d'être fort, de tenir le coup. Et moi, heureusement, je pouvais voir ma fille, je pouvais voir Ah, mes amis. Franchement, là, franchement, pour moi, c'est pas là où ça a été plus long. C'est vraiment là, quand j'avais eu la réponse, comme quoi la moelle a mhm. pris, là, je me suis lâchée, je me suis dit, mais enfin, j'étais trop contente. Pour moi, c'est remonté vite, mais il y a des personnes pour qui ça remonte plus ou moins vite. Donc, Ouais. qu'ils ont peut-être pas, qu'ils ont subi tellement de dommages qu'ils n'ont pas envie de s'en sortir. Enfin, je peux pas trop juger pour eux, mais il y a des personnes pour qui ça remonte tout doucement et des personnes pour qui ça remonte pas. Et ils restent, en fait, voilà, donc ils restent super sensibles et tout. Donc, moi, ça va, ça a remonté assez vite. Qu'est-ce que t'as pas bien entendu? Pourquoi cela que le mental prend le dessus? Ah, explique, oui, il a pas bien En compris. fait, tu as un système immunitaire qui est à zéro. Tu n'as plus de globules blancs qui fonctionnent, tu n'as plus rien. Et c'est à toi c'est dans ta tête que c'est. En fait, ton corps, il va suivre ta tête. Tu as envie de guérir, tu as envie que ton système il remonte, ça va remonter. C'est, c'est, parce que c'est un truc qui se passe dans ton corps, en fait. Donc, On si va tu as. dire que c'est la partie où c'est à ton corps de jouer. Là, les médecins, ils ont fait leur Ils ont partie, fait là. leur partie, Et puis voilà. là, maintenant, c'est ta partie, toi. C'est à toi de te battre, quoi. Ça y est, c'est à Ouais. toi de prendre le Et si tu dessus. as pris trop cher pendant la greffe, la chimio, que tu es devenu trop fatigué, si tu abandonnes, bah, ton système immunitaire, il ne remontera pas. Et donc, c'est là qu'il faut vraiment être. Non, n'importe qui ne peut pas être ton donneur. Non, alors ça c'est bon, vous pourrez voir, je vais laisser le replay du live, hein. Vous inquiétez Oui, pas, comme ça vous pourrez revoir. Donc elle a eu un donneur, c'était sa sœur qui était compatible, donc c'est pas n'importe qui, il faut tester. Pour tester ben, la compatibilité, tout simplement, qui s'appelle HLA, et on vous dit à combien de pourcents ben, le donneur est compatible ma ou s'il n'est pas soeur, après, compatible. ma soeur, après la greffe, ça va. Elle est bien, elle va bien. Donc, ouais. Elle directement, elle est venue me voir avec son fauteuil roulant pour voir si ça, comment Trop je lui mignon. avec sa moelle. Elle m'a dit, ah, ça marche bien, t'es déjà un peu plus mignonne. T'es déjà un peu plus mignonne. Ça se voit que tu prends de moi, genre, et tout. Et elle, ça lui a pas fait mal du coup, Bah, si, le ça lui a, prélèvement, ou ça lui a fait mal. C'est comment? oui, elle a mis du temps un peu à remarcher, Ah ouais? mais après, ça Combien de allait. temps? Non, Combien de temps? en fait, elle avait des douleurs dans le dos. Ouais. Parce que, en fait, c'est deux personnes qui te prennent mal en même temps.
Donc, il y avait une personne qui a pris peut-être un peu plus de moelle ou qui a été un peu plus... elle l'a senti, quoi. Après, ça va. Et du coup, j'ai pas entendu ça couper quand tu as dit le nombre de temps qu'elle est restée Euh, marcher. non, pendant 2 mois, je crois, 2 mois. Ah ouais, quand même. Mais elle, ah ouais. En fait, elle marchait doucement et tout. Après, elle a récupéré. D'accord, ok. Ah ouais, attends, là, tu as plein de questions. On va faire une petite session de questions quand même avant, parce qu'après, ça part vite. Euh, du coup, quelle est ta vie sans la drépanocytose? Bon, en fait, moi, je vais te raconter la part où tu sors déjà de la chambre à flux Mhm. et on te met dans une chambre normale, mais tu n'as toujours pas le droit de manger au restaurant, tu as toujours plein de trucs à faire. Et là, tu as des anti-rejets, tu as plein de Ah oui. médicaments à prendre, tu as 1 an d'anti-rejets à faire, tu as des antibiotiques, tu as des anti-bactériens. Il ne faut pas que tu Mhm. attrapes des bactéries Tout ça pendant 1 an, le temps que ton système immunitaire revienne en place, quoi. et qu'on te refasse tes vaccins parce que tu es à zéro. Mhm. C'est comme un bébé qui peut être en Tu fait. reviens à zéro, voilà. Ah, ok. Et franchement, pendant 7 mois, tes cheveux ne repoussent pas parce que tu as toujours de la chimio dans ton corps. Donc, faut pas croire que je suis sortie et après, voilà. Non. Ah Pendant ouais. 7 mois, tu es toujours dans le délire où tu n'as pas de cheveux. Tu te dis, mais comment ça se fait que ça ne repousse pas? En fait, bah, c'est normal. Chimio qui est toujours dans ton corps. Et, euh, et donc, pendant les 7 mois, tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé. Mhm. À part que tu te rends compte que tu dors tes nuits entièrement. Tu ne te réveilles pas avec des crises. Tu ne te réveilles plus avec des douleurs. Et là, tu commences à te rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé. Parce que moi, je ne faisais pas des nuits entières. En plus, il fallait l'oxygène et tout, machin, là, tu te rends... En fait, c'est au fur et à mesure du temps que tu te rends compte que tu n'as plus de crise, que quand tu as des douleurs, ça passe. Et donc, franchement, jusqu'à ce que je refasse les vaccins, Ouais. j'étais fatiguée. En fait, le truc le plus dur, en fait, à vivre, c'est la fatigue. Parce que quand on te dit, on te fait une greffe de la moelle osseuse, c'est-à-dire qu'on t'enlève tout ton système immunitaire, on te met une moelle qui n'est pas la tienne, et bah ton corps, il est à zéro de batterie, il n'est pas à zéro de système immunitaire. Moi, j'ai mis Ouais. 1 an à me remettre de cette greffe. T'as Un mis an, combien? T'as coupé combien? 1 an. D'accord. Pendant 1 an, faut pas croire que tu vas faire la fête et tout. Ouais, ouais. Pendant 1 an, déjà, pendant 90 jours, tes gants et masques. Tu vois Ah le ouais. confinement là. Moi, j'étais déjà en mode confinement en 2013, 2014. T'as vécu ça En mode, en avant-première. tu peux pas aller dans des fêtes. Bah, en fait, ouais, ouais. Tu peux pas être exposé à n'importe quoi. Tu peux pas aller dans les transports à part gants et masques. Mhm. Tu peux toujours pas manger dans les restaurants, McDo et tout, faut oublier. Parce qu'on sait pas comment ils font. Et tu dois manger toujours quelque chose qui a été fait le jour même. Ça fait Donc tout. finalement, c'est toi, tu cuisinais le jour même. Ma mère a cuisiné le jour même. Ouais. Mais du coup, c'est quoi? Elle achetait des Bah, trucs elle frais. devait faire un jour et tu peux pas manger quelque chose qui a reposé parce que il y a plein de petites bactéries dans l'estomac qui sont pas revenues en fait. D'accord. Oui. Qui fait Mhm. que ça t'aide à. Oui, ta fleur, elle est pas revenue pour te protéger, quoi. Ouais. Donc, franchement, c'est dur parce que tu es tellement fatigué. Tout ce que les gens ils vont faire en une journée, toi, ça va mettre 3 jours pour te remettre de ça, en fait. Donc, pendant 1 an, tu te forces à faire un peu de sport. Sinon, tes muscles ne reviennent pas. La chimio, ça détruit les muscles. Que tu te forces à marcher, à sortir un petit peu. Et parce que ton corps, en fait, il est à zéro. Il est à zéro. C'est comme un bébé qui vient de naître, tu sais plus. Franchement, même psychologiquement, tu sais même plus où t'en es. Tu te dis, mais en fait, je suis guérie, je suis pas guérie. Qu'est-ce que les médecins, c'est vrai, c'est pas vrai. Ouais. Et tu es dans une espèce de brouillard comme ça pendant 1 an. Et Mm, petit à mm, petit, mm. tu te rends compte que ouais, bah, déjà, je fais plus de crise. Dieu merci. Là, tu te reposes sur le fait que tu fais plus de crise. Ouais, là, tu commences à dire, ah ouais, là, je fais plus de Quand crise, il y même, a un truc, quoi. là, tu vois que tu commences à marcher. Et là où tu aurais fait une crise, bah, tu la fais plus. Tu peux faire des trucs que tu faisais pas avant, tu vois. Et donc, au bout de la deuxième année, ça commence à aller mieux. Et, euh, et malheureusement pour moi, c'est là que la zone de creuse, elle s'est réveillée.
parce que justement, je commence à faire du sport et tout. Et donc, moi, j'ai dû avoir des béquilles. Tu as dû quoi? Avoir des béquilles à cause de Ah, l'ostéonécrose. C'est là qu'elle s'est réveillée, en fait. ouais. Ça a marché. Quand tu passes 300 jours à l'hôpital, tu es allongé. Ton ostéonécrose, Ouais. c'est pas trop mal, en fait. Donc là, j'ai commencé à faire des béquilles, mais j'ai pu quand même recommencer à travailler. J'ai pris un Mhm. travail à mi-temps. Je m'occupe des enfants en situation de handicap, toujours. Et Ah donc, ouais, mais toi, t'es une ouf. T'es une warrior. La fille, elle a dit quoi? La fille, elle vient de se faire réfléchir. Elle a dit, bon, moi, je vais m'occuper des enfants, tu t'occupes des enfants handicapés. T'as dit, même à mi-temps. mais ça a 8 ans. Il fallait, Franchement, bravo. franchement, il fallait que je fasse quelque chose parce que je me suis dit, la chance que j'ai eue là, faut pas que je la laisse filer en fait. Faut pas que. En fait, tout était nouveau pour moi de travailler aussi longtemps. Moi, je me faisais virer tous les jours. Ouais, mais elle a raison. Il y a une phrase là, c'est trop. Est-ce que ça t'arrive de te dire, ah non, si je fais ça, je vais faire une crise? Mais en fait, non, tu vas plus faire de crise du Non, coup. franchement, non, maintenant, je vais pas faire de crise. Je vais être fatiguée au pire parce que j'ai toujours les Ouais. phases un peu machin. Je suis un peu toujours fatigable et tout. Mais Ouais. rien de plus, quoi. Rien de plus. Et on m'a dit qu'il y a des crises fantômes. Il y a des douleurs fantômes et tout. T'en as eu? T'en as eu toi? Ouais, mais ça ne dure pas longtemps. Et la seule fois où j'ai cru que je ressentais une crise, c'est quand j'écrivais quelque chose sur la drépanocytose, il fallait que j'explique la crise. Parce que maintenant que je vis plus les crises, j'arrive à Ouais. faire des choses sur ces douleurs et sur comment je les ressentais à l'époque. Mhm. Là, pendant que j'écrivais, j'avais l'impression d'être en crise. Parce que je bougeais, j'étais là, je faisais je ressentais le truc en même temps que je l'écrivais. Et c'était vraiment surprenant. Mais sinon, depuis 7 ans, enfin 6 ans, j'ai plus de crise. J'ai plus fait de crise. Et quand je me réveille la nuit, c'est pas parce que j'ai mal, c'est parce que j'ai faim. Non, mais je regarde. Eh Mais ben, vaut mieux ça, hein, ouais, que te réveiller parce que t'es en crise, hein. Ça, en c'est fait, ouf de voir la différence. Du coup, avant, t'étais ouais, drépa et machin. C'est fou. ouais, avant, je me réveillais toutes les nuits. Il fallait que j'aille aux urgences, il fallait que je me prépare, que je bouge doucement. J'avais tous les trucs tout le temps, en fait. Tout le temps, j'avais cette appréhension de faire la crise, de faire demain, après-demain et tout. Donc là, maintenant, Ah, c'est passé. attends, je te coupe 2 secondes juste pour dire à tout le monde que le live sera bientôt fini dans, je pense, 8 minutes, parce que j'ai regardé là où j'ai mis le lien. Ça fait déjà 51 minutes. Donc, bon, maintenant, on sait faut pas que ça coupe sur nous comme ça, pour avoir le temps de bien terminer, prendre les dernières questions. Ça, tu termines vraiment sur voilà comment tu le vis maintenant, et on prend quelques questions et voilà. Alors, pour les médicaments, Ouais, un an après j'ai arrêté les anti-rejets, j'ai arrêté ouais, les antibactériens. Ça fait que maintenant, je peux aller dans les toilettes publiques, j'aurai pas de bactéries et tout machin. Mais ouais. j'ai toujours les antibiotiques Actuellement là, ouais, actuellement parce que ça, en fait, mon système immunitaire, il n'est pas revenu à 100%. J'ai pas eu cette chance-là. Il y en a qui arrêtent les antibiotiques, ah, les seuls qui doivent garder les antibiotiques. Et ça sera tu vas peut-être les pas. garder combien de temps, tu sais? Je sais pas, on m'a dit encore 2 ou 3 ans. On va voir. En fait, on voit au jour le jour. Quand D'accord. il sera au top, j'aurai plusieurs d'antibiotiques. Et Ah, j'ai toujours le Desferal. mhm, J'ai toujours le Desferal parce que j'ai toujours autant de fer. Enfin, j'ai beaucoup de fer. Il faut que je l'élimine le plus mhm, possible. mhm. Et il n'y a que le Desferal qui élimine aussi vite le fer. Et ça, c'est par rapport à toutes les transfusions que j'ai eues dans toute ma vie, en fait. Et sinon, bah, plus de médicaments. J'ai que le Desferal et D'accord. Donc là, il y a une question. Est-ce que alors, tu nous déconseillerais de faire cette greffe, oui ou non? moi, je vous donne le seul conseil que je peux donner Ah non, tu nous conseillerais, pardon. oui, je vous conseille juste déjà de bien réfléchir à votre Ouais. qualité. Est-ce que ce que tu vis, ça vaut le coup de tenter ce que j'ai vécu? Mais en fait, je peux pas être à votre place pour vous conseiller quoi que ce soit, mais moi, ça m'a sauvé la vie. Moi, la greffe, en fait, au jour d'aujourd'hui, si je vous parle aujourd'hui, je sais très bien que c'est parce que j'ai été greffée et que ça a réussi. C'est une lourde décision à prendre, mais si on vous la propose, franchement, moi, je l'aurais fait plus tôt, je l'aurais fait 10 fois, je le fais 100 fois. Dans mon cas, moi, c'était tout ce que je pouvais, c'est la seule chose qui pouvait marcher. Donc,
Donc, franchement, je le tenterai. Si vraiment votre qualité de vie, elle est comme moi, médiocre, tentez-le. Mais si vous vivez avec une crise par an ou 4 crises par an, est-ce que ça vaut le coup? Mais il n'y a rien y a rien de plus important de savoir que tu es guéri. Ouais. La façon que j'ai eue quand je me dis maintenant je suis guérie, je peux faire ce que je veux si demain je vais aller en voyage. Cette sensation-là, c'est quelque chose que j'avais jamais eu dans ma vie en fait. Et de savoir ça, que dans 2 mois je peux prendre un rendez-vous, que j'ai plus l'épée de Damoclès sur ma tête, ça n'a pas de prix. Ouais. Ça n'a pas de prix. Ce que j'ai vécu, c'est rien par rapport à cette sensation de dire que demain je peux m'occuper de ma fille, quand elle a 20 ans, je serai à son mariage. Enfin, après, on ne sait pas, mais vois, et tout. Mais que tu es une personne, parce que moi, je me sentais vraiment une personne qui était limitée, en fait. Je comprends, je pense qu'on se comprend bien. Tu n'as plus de limites, tu peux faire ce que tu veux. Et là, en fait, tu peux vivre une vie normale, en fait. Et ça, je propose de vivre une vie normale par rapport à une vie de personne qui est en situation de handicap, qui est malade, qui souffre. Franchement, faut saisir la chance. Mais c'est pas que je propose. Donc, Alors, Mélissa, elle dit, j'ai ma sœur qui est compatible à 100%, mais je pense pas que je ferai la greffe. Comme elle dit, hein, c'est un pour et un contre. Si ça va, tu fais pas trop de crise, t'es bien, tout ça. C'est vraiment une réflexion personnelle, ça. Ouais. Je vais vous donner l'exemple d'une copine. Le garçon dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait été greffé, qui a marché. On a proposé à sa sœur aussi de le faire. À l'époque, elle n'a pas voulu. Là, elle pleure tous les jours pour la faire. La drépanocytose est une maladie évolutive. Demain, tu peux faire un AVC, tu peux faire une crise, tu te retrouves en fauteuil roulant. Ça peut commencer la hanche, tout, n'importe quoi. Vous n'êtes pas à l'abri en restant drépanocytaire. Du coup, j'ai toujours la MDPH parce que j'ai la hanche et tout. Je réponds à Isaiah. Mais j'ai toujours la MDPH, mais je ne vais pas refaire des demandes si je sais que j'en ai plus besoin. Parce que par rapport à ma hanche, il faut que je ne peux plus faire. Il y a des choses dont j'ai toujours besoin et tout. Ouais. Et en fait, ça part pas avec la drépanocytose. Ah, le live va finir dans quelques secondes, les amis. Donc, je répondrai, c'est oui, un SF et un AS peuvent avoir des enfants. Oui, oui, oui. Sinon, faut dire un mot de la fin, je pense, parce que ça va finir dans quelques secondes. Moi, je Merci à tous. Merci à toi, Luce. Franchement, ton témoignage, c'était trop édifiant. Je vais laisser le replay de toute façon. Et je te laisse dire un dernier mot, franchement. T'es une warrior, franchement. Je te laisse dire un mot. Ça va couper là, vite. Alice, c'est pas eux qui sont avec la drépanocytose. Il y a ça aussi qui